Bonsoir à tous et bienvenue dans ce webinaire sur le thème des cancers gynécologiques et de la sexualité. Je m'appelle Soraya, je suis responsable des relations patients pour l'application gratuite Vicover. Et aujourd'hui, je suis très heureuse d'organiser ce webinaire. C'était vraiment une demande des patientes, en fait. C'était vraiment une co-création avec notre association partenaire Imagine, qui est ici d'ailleurs. Donc voilà, je suis vraiment très, très contente parce que c'est un sujet important pour la qualité de vie des patientes. Il y a beaucoup de questions qui nous ont été remontées pour préparer ce webinaire. Comment gérer les peurs, comment gérer parfois la perte de désir, enfin vraiment des questions très, très concrètes. Et pour discuter de ce sujet, je suis très heureuse d'avoir des invités vraiment triés sur le volet. Donc, et on en a perdu une. Voilà, ça arrive, mais elle va revenir. Je me fais pas trop de soucis. En attendant, je vais commencer par présenter ceux qui sont encore avec nous. Angélique, voilà. C'est moi. Angélique, qui est du coup patiente, atteinte cancer de l'utérus et des ovaires, et qui nous a suivis depuis 1 an et demi, qui nous raconte son histoire depuis 1 an et demi sur l'application, qui partage vraiment énormément de choses avec nous. Donc, je suis très, très contente. Merci beaucoup, Angélique, d'être là. Si tu veux te présenter en quelques mots. En quelques mots, je suis Angélique, j'ai 41 ans, atteinte de cancer de l'ovaire et de l'utérus, en rémission. Et voilà, un mari, comme je dis à chaque fois, deux chiens et 6 poules. Voilà. Merci beaucoup. Et nous avons aussi avec nous Éléonore Pio, jusqu'à il n'y a même pas une semaine, vice-présidente de l'association Imagine, aussi patiente. Éléonore, est-ce que tu voudrais en dire un peu plus sur toi ? Avec plaisir. Donc moi, je suis une ex-patiente qui a été touchée par un premier cancer du col de l'utérus. Donc, je sais ô combien le sujet de la sexualité après un cancer féminin est important. Parce que même quand on est sorti de la bataille des traitements, on peut garder des séquelles qui vont gêner une vie sexuelle épanouie. Donc, c'est important d'en parler aujourd'hui. Merci beaucoup, Éléonore. Et enfin, nous sommes avec Sébastien Landry. Sébastien Landry, qui est donc psychosexologue et spécialisé en oncologie, qui est aussi, comme Éléonore, aussi chroniqueur pour Vic. Sébastien, est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Bien sûr, bonsoir. Donc, Sébastien, donc psychosexologue. J'interviens depuis maintenant 7 ans pour la lutte contre le cancer. J'exerce aussi dans une clinique qui ne fait que de la cancérologie. J'interviens pour Imagine également. Et j'écris aussi des ouvrages sur la sexualité, notamment un livre sur cancer et sexualité, si on en parlait. Et puis, je fais pas mal de formations, de conférences, beaucoup sur le sujet du cancer et de la sexualité. Merci beaucoup pour cette présentation. Je voulais aussi remercier vous tous qui êtes connectés. Et j'ai vu qu'il y a des gens un peu de partout dans le monde. Donc, je trouve ça vraiment, vraiment intéressant. N'hésitez pas à nous dire un peu d'où vous venez et pourquoi vous êtes là. Et n'hésitez pas à partager toutes vos questions dans le chat ici. Peut-être qu'on n'aura pas le temps de répondre à toutes ces questions ce soir, mais elles seront très précieuses pour nous parce qu'elles viendront alimenter le contenu sur l'application Vicover. Donc, n'hésitez pas. Exprimez-vous. Et puis, à la fin du webinaire, on aura donc un petit temps dédié aux questions-réponses, à peu près 10-15 minutes, où on pourra commencer à répondre à quelques questions. Donc, allez-y. Pour commencer ce webinaire, moi, j'avais vraiment envie de partager avec vous un témoignage d'une patiente anonyme qu'on a reçue, qui m'a beaucoup émue, et je pense que beaucoup de patientes vont se reconnaître. Et voilà, j'avais vraiment envie de commencer avec ça, donc je vais vous le lire et ensuite vous faire réagir. Donc, elle écrit que ça fait 2 mois après la fin de ses traitements et qu'elle n'a toujours pas repris une sexualité pour plusieurs raisons. Donc, il y a la peur d'avoir mal, il y a la peur de perdre du sang, elle a eu plusieurs hémorragies. Il y a aussi le fait qu'elle assimile désormais la sexualité au cancer. Et aussi cette peur, en fait, même si les médecins lui disent bien que non, elle a toujours peur que les rapports sexuels réactivent le cancer. Voilà, donc ça, c'est un des très nombreux témoignages qu'on a reçus en préparant ce webinaire.
du coup, je voudrais m'adresser à toi, Angélique, pour commencer. Est-ce que ce sont des peurs qui te parlent, que tu as peut-être déjà vécues? Est-ce qu'il y avait autre chose? Et surtout, parce que c'est quand même un webinaire tourné vers les solutions, est-ce qu'il y a des petites choses qui ont marché pour toi, que tu as testées et que tu aimerais partager aujourd'hui? Alors, je me retrouve dans certaines choses qu'elle dit, mais pas tout. La peur d'avoir mal, en effet, ça fait partie de ça parce que pour la plupart, enfin en tout cas pour moi, on a recousu une partie du vagin quand on a retiré la totalité, voilà. Et donc effectivement, au premier rapport qu'on a eu, j'ai senti pas une sorte de douleur, mais que ça tirait, que c'était assez douloureux, que c'était donc pas agréable tout simplement. Donc forcément, ça ne donne pas forcément envie d'y retourner tout de suite. En tout cas, on essaye de comprendre, mais on n'est pas très à l'aise avec ça. Peur que ça réactive le cancer, non. Moi, c'est pas quelque chose qui m'a traversé l'esprit, en tout cas. Je peux comprendre parce que j'ai aussi beaucoup de témoignages de femmes qui m'écrivent et qui ressentent, qui ont cette peur-là. Pour le coup, je n'ai pas de solution à leur apporter parce que je n'ai pas eu ce sentiment. Le fait d'avoir mal aussi, c'est parce que, hélas, on a moins d'hormones, donc on sécrète aussi moins. Et il y a le frottement qui va être beaucoup plus intense et des sensations de brûlure, peut-être de démangeaison aussi, qui ne sont pas très agréables. Alors pour ça, j'ai commencé à me renseigner un petit peu sur ce qui pouvait se faire déjà en pharmacie. J'ai découvert l'acide hyaluronique qui se met avec une petite pipette qui dure 3 jours. C'est assez, donc c'est pas contraignant vraiment. Ça réhydrate et peut-être que Sébastien nous en parlera peut-être davantage sur ça. Moi, je viens seulement de découvrir ça en fait parce que j'ai ni mon oncologue ni mon médecin, enfin personne ne m'en avait parlé, donc je me suis un peu renseignée sur ce sujet. Et c'est vrai que c'est un peu plus agréable. Après, voilà. Ta question, excuse-moi, Soraya, il fallait que j'aille jusqu'au... Non, mais voilà, c'était vraiment de faire réagir à ce témoignage, voir aussi s'il y avait des choses que toi, personnellement, tu avais pu tester et qui avaient pu, voilà, donc pas forcément des solutions que médicales, mais ça peut être aussi, je ne sais pas, des choses que tu as mis en place avec ton mari. Voilà, vraiment, peut-être la communication, enfin, je ne sais pas, mais n'hésite pas à partager si jamais il y a des choses que tu as... Alors, avec mon mari qui est formidable, je tiens à le rappeler parce qu'il ne faut pas oublier que dans la maladie, il y a effectivement la personne qui est malade, mais il y a surtout l'entourage. Il y a beaucoup l'entourage et mon mari en fait partie. Donc, ils en pâtissent aussi beaucoup de cette maladie parce que forcément, les rapports sexuels se sont beaucoup espacés entre les différentes opérations. On n'est pas forcément apte à faire ça avec notre corps qui change aussi, etc. Donc, la patience, le dialogue, bien sûr, il faut beaucoup parler, bien entendu. Et le problème qui se passe aussi, c'est qu'il y a un manque de désir chez les personnes qui sont atteintes de ce cancer, qui ont été opérées. Et c'est vrai que là, on ne peut pas le nier, c'est une chute assez brutale. Et le problème, c'est qu'on ne trouve pas forcément de solution pour aller vers l'autre puisqu'on n'en a pas envie. On n'a vraiment pas envie. Alors, pour faire plaisir à l'autre, c'est bien, mais ça ne suffit pas. On a besoin aussi, nous. Alors, on a discuté, on a essayé de trouver des solutions. La solution qu'on avait optée, c'était tout simplement les films X pour essayer de remotiver, de redonner un petit peu de peps, d'émoustiller un petit peu, ce qui n'a pas... alors c'est pas non plus... ça pas en un claquement de doigts, mais à force. Il y a eu beaucoup les caresses surtout sans se mettre de pression, c'est-à-dire que c'était pas obligé qu'on aille jusqu'à l'acte sexuel. C'était on s'embrasse, on se caresse, ça peut être passé que par les massages et puis par la suite une autre fois aller jusqu'à l'acte sexuel. Mais voilà, ce que je peux trouver ou ce que je peux apporter en tout cas aux patientes qui sont dans ce cas-là, c'est d'essayer de trouver de ces solutions. Et le film X peut effectivement aider. Peut-être pour d'autres, ça va être, parce que j'ai ça aussi, une personne qui m'en a parlé, c'est de se changer. C'est-à-dire d'être une nouvelle personne, entre guillemets,
pendant un jeu, pour un jeu sexuel. Donc, se transformer un peu pour oublier aussi la maladie, être quelqu'un un peu différente pour pouvoir. Apparemment, ça fonctionne aussi, donc pourquoi pas, c'est une des solutions. J'attends beaucoup de Sébastien aussi. Merci beaucoup, Angélique. Du coup, j'ai plein de questions aussi pour toi, Sébastien, mais je veux juste revenir vers Éléonore. Pareil, en tant que patiente, est-ce que ces peurs qui nous ont été partagées, est-ce que tu les as ressenties? Est-ce qu'il y en a eu d'autres? Et pareil qu'avec Angélique, au cours de ton parcours de soins, comment tu as géré ce problème-là, en fait? Où est-ce que tu es allé chercher des solutions? Qu'est-ce que tu as pu mettre en place dans ton couple qui a fonctionné et qui pourrait peut-être aider d'autres personnes? Alors, moi, quand j'ai eu mon premier cancer, donc le cancer du col de l'utérus, j'ai eu un traitement de curithérapie qui a irradié en fait le vagin. Et ça, c'était assez traumatisant, hein. Ça m'a ménopausée comme Angélique, mais ça a aussi bien fait morfler les tissus. Et les peurs qui ont découlé de tout ça, c'est parce que je n'avais pas été préparée. Les médecins ne m'avaient pas du tout parlé des effets secondaires sur la qualité des tissus du vagin, la qualité après à lubrifier, etc. Donc ça, on m'en avait pas parlé. Donc j'étais un peu en colère et un peu anxieuse de savoir si j'allais trouver des solutions. C'était il y a 10 ans. Il n'y avait pas encore notre association de patientes atteintes de cancer gynécologique, donc je n'avais pas trop de soutien. Je vais même vous dire quelque chose, c'est que mon oncologue à qui j'ai dit comment je fais pour refaire l'amour avec mon mari, elle m'a dit écoutez, je ne sais pas, c'est dans la tête, allez voir un psychiatre. Donc il y a aussi tout un travail à faire de la part des professionnels de santé pour accompagner les patientes bien avant les traitements un peu durs, un peu chocs, pour faire qu'elles se préparent. Ça, c'est une chose. Deuxièmement, il faut du temps. C'est-à-dire que là, tu nous parlais d'une patiente qui, 2 mois après la fin des traitements, disait qu'elle avait des difficultés à reprendre une vie sexuelle. 2 mois, c'est très tôt. C'est très tôt, hein, parce que les traitements vont avoir des toxicités à court terme, moyen et long terme. Donc, il faut prendre son temps. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pas mal échangé comme Angélique avec mon mari, qui même 10 ans après, hein, les difficultés pour moi, suite à ce traitement un peu lourd du cancer du col, n'ont pas disparu. Donc, il est toujours super, super patient. Après, j'ai pris par exemple une consultation avec Sébastien, qui est psychosexologue. C'est vrai que ça m'a aidé de pouvoir en parler. Les massages et les automassages, je ne voulais pas me faire toucher à cause des cicatrices, etc. Les automassages, c'est-à-dire me masser moi-même au niveau du ventre, avec les cicatrices, du petit bassin, de la vulve, des lèvres, en mettant par exemple une crème adaptée, rien que de toucher, parce que moi j'ai un lymphœdème au niveau génital, hein, donc au niveau de l'appareil féminin en plus. Donc le fait d'apprendre à retoucher cette partie-là pour la défibroser, pour la faire qu'elle soit moins dure, ça m'a aidé. Donc les massages ou les automassages. Et puis après, l'activité physique et sportive. Parce que quand on pratique une activité physique et que le corps a été un peu abîmé, eh ben, on va respirer, on va reprendre confiance dans ses capacités. On va mobiliser son périnée, par exemple. Faire du pilates, marcher, nager, ça m'a aidé aussi. D'accord, ok. Donc hyper intéressant. Si je veux résumer un petit peu, du coup, il faut être patiente, c'est ça? Être patiente, bien préparée, s'informer en fait, s'informer parce que les réponses vont pas toujours venir du corps médical. C'est là où c'est un peu difficile, donc ne pas hésiter à s'informer. Donc aujourd'hui, il y a un peu plus de documentation quand même sur le sujet. Donc l'association Imagine fait pas mal de choses. Il y a bien sûr Evicover. N'hésitez pas, pareil, hein, dans le chat, à partager, ou même vous, ici, intervenants, toutes les ressources que vous avez sur le sujet, hein, pour que vraiment les patientes puissent avoir le maximum d'informations, être préparées. Et puis, l'activité physique, ça je ne m'y attendais pas, mais du coup, hyper intéressant aussi. Activité physique, il y a l'activité physique adaptée, du coup, qu'on peut mettre en place, même si on a un cancer et une maladie. Éléonore, tu as aussi pas mal de contenu sur le sujet dans Vicover.
Du coup, je vais revenir vers toi, Sébastien, parce qu'il y a eu beaucoup la question de, en fait, être patient, en parler. Mais en fait, comment on parle d'un sujet aussi délicat, intime? Comment on parle de ce sujet, que ce soit avec le professionnel de santé, parce qu'effectivement, il faut être proactive, et aussi que ce soit avec le conjoint, en fait. Comment on communique tout ça de la façon la plus transparente et en même temps pour faire avancer les choses? J'ai envie de dire le plus simplement possible. Le problème dans notre société, c'est que la sexualité reste vraiment tabou. C'est inadmissible que le corps médical n'aborde pas naturellement la santé sexuelle qui est recommandée, qui par l'OMS depuis les années 74. En 2004, ça a été relancé. On devrait parler de santé sexuelle à nos patients dès le diagnostic. On le sait qu'on a des effets secondaires, des traitements et de la maladie sur la sexualité, donc on doit l'aborder. Si de notre côté on ouvrait la porte, ça serait beaucoup plus facile pour que les patients et patientes puissent venir nous poser des questions. On a toujours peur d'être intrusif. Bah non, moi je pense qu'on n'est pas intrusif quand on s'intéresse à la santé de nos patients. C'est de la bienveillance. Il faut absolument pouvoir communiquer. Si on pouvait donner des informations sur des effets secondaires fréquents des traitements sur la sexualité, ça serait déjà beaucoup plus facile pour les patients d'en parler avec leur conjoint ou leur conjointe. Après, il faut vraiment parler, si possible, en couple, de sa vie de couple, en fait. On voit bien que le cancer ne peut pas mettre entre parenthèses toute la vie, tout ce qui fait partie des habitudes du quotidien d'un malade, et que la sexualité, elle resterait intacte ou que la sexualité reviendrait comme avant. C'est quasiment pas possible. Tout change. Mais la sexualité, elle peut s'adapter, elle peut être modifiée et elle peut redevenir intéressante également. Tout à l'heure, ce qu'Angélique disait sur on n'allait pas jusqu'à l'acte sexuel, ben moi je suis pas d'accord. C'est-à-dire qu'elle allait jusqu'à l'acte sexuel. Sauf que nous, on pense vraiment que la sexualité, c'est de la pénétration. Et on est omnubilé par ça. Si il n'y a pas de pénétration, on se dit il n'y a pas eu de sexualité. C'est complètement faux. C'est-à-dire quand on se caresse, quand on est dans un échange corps à corps, qu'on s'embrasse, on ne fait pas ça avec tout le monde. Donc on est dans de l'intimité, on est dans de la sexualité. Et je pense que déjà, si tout le monde avait cette vision-là, eh ben on se déculpabiliserait de se dire, bah mince, j'ai pas pu donner, j'ai pas été jusqu'au bout. L'objectif d'un rapport sexuel, c'est pas la pénétration, hein, c'est du partage, du plaisir passé à deux, et c'est simplement ça. Si on avait cette image-là de la sexualité, je pense déjà il y aurait moins de problèmes. Voilà. Parce que la pénétration, on va être honnête, c'est sympa, mais c'est vraiment pas le meilleur dans la sexualité. Mais sauf que tout le monde euh, se fixe sur ça, sur cette idée qu'il faut qu'il y ait pénétration pour avoir un rapport sexuel. Donc, quand il y a eu un traitement pour un cancer gynécologique, bien sûr qu'on a des répercussions qui sont, moi j'ai envie de dire, vraiment très, 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 très graves presque. Hein, parce que quand on voit une curithérapie, je suis désolé, mais c'est pas un petit traitement. Ça brûle, ça met les tissus dans un état pas possible. Donc, ça peut être très compliqué la pénétration. Mais si on ouvre pour avoir une sexualité différente, si on arrive à accepter que la pénétration c'est compliqué, on peut avoir du plaisir différemment. Donc les automassages, comme Éléonore a pu dire, la masturbation également. Alors les films X, oui c'est bien, mais ce qui marche encore mieux, par exemple, c'est la lecture. La lecture de livres érotiques, ça a tendance à stimuler l'imaginaire érotique, la fantasmatique, et ça peut marcher, peut fonctionner un peu mieux, par exemple, que les pornos qui peuvent être excitants sur le moment, je ne dis pas que ça ne l'est pas, mais ça ne fait pas forcément travailler plus le désir sexuel, hein, qui est une notion qu'on abordera tout à l'heure. Euh, mais voilà, mais il faut pas hésiter à en parler comme d'un autre sujet. C'est-à-dire que la sexualité, il faut partir sur le fait que, voilà, notre vie de couple, on le sent bien, elle a changé depuis les traitements, des fois depuis même après l'après-cancer, quand on est dans cette phase-là où le cancérologue dit, bah, c'est bon, vous êtes en rémission, il faut reprendre votre vie comme avant. Alors, il est mignon quand il dit ça, comme avant. Et on s'attend vraiment que la sexualité reparte si elle a été mise entre parenthèses. Mais elle ne va pas repartir comme ça. Alors, des fois, oui, hein, chez certaines personnes, mais c'est quand même plus rare. Moi, je le vois bien en consultation, c'est compliqué. Donc, ne pas hésiter à dire, OK, il n'y a plus de traitement, mais j'ai des séquelles de ces traitements. C'est compliqué pour moi. J'ai peur d'avoir mal. Et ensemble, de trouver des solutions
Et si on n'y arrive pas, de consulter soit un sexologue ou des professionnels qui sont sensibilisés à la sexualité pour avoir des réponses et une aide. Et Sébastien, est-ce qu'on peut rajouter Oui. que je crois que la toxicité des traitements est telle donc, que 40% des patients qui ont eu un cancer, que ce soit un cancer du sein, un cancer gynéco, vont avoir des répercussions jusqu'à encore 5 ans après un cancer. Ça ne veut pas dire que c'est que tout le monde va passer par là. Non, ça veut juste dire que ça existe, que c'est une normalité quand on traverse la maladie. Et ça permet aussi de se déculpabiliser en fait. Tu as entièrement raison et c'est pour ça que c'est un gros problème, le manque de communication de la part des professionnels de santé. C'est pas normal qu'on puisse dire les répercussions qu'on va avoir, les bouffées de chaleur, douleurs articulaires, douleurs musculaires, fatigue, alors ça, allez hop, on en sort plein, perte des cheveux, etc. Et puis qu'on n'aborde pas du tout cet aspect sur la vie intime et sexuelle et qu'après, à la maison, on se retrouve à se dire mais qu'est-ce qui m'arrive? Et ça peut en plus être source de culpabilité parce qu'on a l'impression qu'on peut être seul alors qu'en fait, honnêtement, pendant les traitements, ne serait-ce qu'un traitement de chimiothérapie, c'est simple, les études le montrent, il n'y a que 1% des patients ou patientes en cours de chimiothérapie qui éprouvent du désir sexuel. Tous les autres, ça chute pendant la chimiothérapie. Je ne dis pas que ça disparaît complètement, mais ça chute. Donc déjà, rien que ça, on devrait le dire, parce que c'est quasiment toute personne en cours de chimiothérapie. Et ça peut mettre vraiment beaucoup de temps à revenir derrière. Et il y a des fois des personnes, ça a vraiment du mal à revenir parce qu'ils s'attendent à ce que ça revienne seul et ça ne revient pas seul. Sur la sexualité, sur le désir sexuel, en fait, il y a deux choses. Il y a la libido qui est purement pulsionnelle. Donc, comme disait Angélique tout à l'heure, les hormones sont plus présentes. Beaucoup de femmes sont enfin, comme une ménopause. Je n'ai pas envie de dire sont ménopausées, mais ont les symptômes d'une ménopause. Et du coup, les oestrogènes et la progestérone, il n'y en a plus. On les a diminués. Donc, il n'y a plus ce carburant de la libido naturelle que l'on a à la puberté et puis qui va nous suivre pendant des années. Par contre, le désir sexuel, lui, il est psychologique. Donc, on peut le travailler. Autant, j'ai envie de dire, le côté libido, on ne peut pas faire grand-chose pendant les traitements et des fois même après, parce qu'il peut y avoir, par exemple, je pense à l'hormonothérapie qui va diminuer, qui va faire arrêter ces hormones-là. Mais par contre, il y a le désir sexuel qu'on va pouvoir travailler. C'est pas perdu. Mais je comprends que ça soit angoissant de se dire, mais j'ai plus du tout envie de sexe, j'y pense plus, qu'est-ce qui m'arrive? Et le problème, c'est que comme le désir sexuel est psychologique, si on se stresse, ben, ça prend la place et le désir sexuel, il peut pas s'exprimer. Voilà. Mais par contre, ça se travaille bien. Ça prend du temps, mais ça se travaille. Merci beaucoup pour la réponse, Sébastien. Donc, très, très intéressant aussi, tout il y a eu beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je retiens une phrase que tu as dite qui est, en fait, ça peut se réinventer le couple, et la sexualité peut se réinventer et elle peut redevenir intéressante. Donc, on a vraiment l'impression que c'est quelque chose qui est à construire, que c'est quelque chose qui va changer. Et là, en fait, ma question, elle est un peu pour vous trois, en fait, parce que je pense qu'on aura des réponses complémentaires. Comment on fait concrètement, quand on est dans ce cas-là, pour réinventer son couple, et son intimité et sa sexualité? Est-ce qu'il y a des étapes? Est-ce qu'il y a des choses à faire? Vous avez donné plein de petites astuces ici et là. Comment ça se passe? Est-ce qu'on met en place des rituels? Moi, alors j'ai envie de dire les conseils que je peux donner, par exemple, en consultation à des personnes, à des patientes, c'est de dire, moi, des fois, j'ai envie de dire, pourquoi la sexualité, on ne ferait pas comme au début. Quand on est adolescent, quand on est jeune adulte, on n'arrive pas et on ne voit pas notre partenaire en disant, allez hop, tiens, et si on allait au lit et si on faisait l'amour? Ce qu'on peut faire avec des années de couple, hein, on va un petit peu plus vite, on brûle des étapes. Peut-être si ça serait intéressant déjà, le corps a été altéré, il y a des effets secondaires, on ne se reconnaît plus, et peut-être de se redécouvrir. Et comme on fait quand on est ado, on passe par quoi? Par les caresses, la masturbation. On découvre notre propre corps, la façon dont on s'excite, la façon dont on prend du plaisir. Et moi, je trouve que ça, c'est souvent la masturbation reste quelque chose de tabou, on ne l'aborde pas, et on devrait repasser par ces étapes-là parce que la maladie, elle a pu bouleverser beaucoup de choses, le corps a changé, les sensations ont pu changer, il peut y avoir certaines douleurs, mais certaines appréhensions aussi. Est-ce que je suis capable d'avoir un rapport sexuel? Est-ce que je suis capable de retrouver du plaisir?
Et c'est à deux, il suffit que le partenaire ou la partenaire reparte dans des anciennes habitudes, mais qui nous conviennent plus aujourd'hui. Eh bien, on va ressentir de la douleur ou on va avoir peur, on va se contracter, etc. Et on peut ne pas passer un bon moment, voire même avoir mal. Et je pense que la première étape, c'est de repasser par redécouvrir son propre corps, redécouvrir la façon dont on peut s'exciter et la façon dont on peut prendre du plaisir pour après le partager à deux en guidant l'autre. Ça, c'est une technique qui marche vraiment bien. Faut être à l'aise, c'est sûr. Faut être aussi, faut se dire, la masturbation, si j'aime pas ça, c'est dur de se forcer et je ne veux pas qu'on se force, hein, c'est pas une obligation. Mais si c'était une source de plaisir, ça va sûrement le redevenir. Je dis souvent, on n'est jamais mieux servi que par soi-même. On se connaît, on ressent, et puis au moins si quand on essaye, si ça va pas, on peut arrêter facilement parce qu'on va blesser personne, on va pas frustrer l'autre, on est seul. Donc c'est une étape qui est assez intéressante et après de repartager à deux. Et honnêtement, les rapports sexuels, moi je pense qu'au début, sans pénétration, c'est bien. On essaye de se donner du plaisir soi-même et de donner du plaisir à l'autre sans pénétration. À partir du moment où on instaure ça, ça oblige une communication parce qu'il va falloir guider l'autre, il va falloir dire si on aime, si on n'aime pas, il va falloir prendre son temps, il faut être à l'écoute de l'autre et de soi-même. Et ça change complètement la vision de la sexualité. On a trop une vision stéréotypée de la sexualité. Et là, même je dis des choses fausses parce que je parle de la sexualité, alors qu'en fait, on devrait dire des sexualités, parce que je pense que chaque couple construit sa propre sexualité. Et un couple n'a pas forcément la même sexualité qu'un autre, etc. Et même une personne, quand on a eu plusieurs partenaires, on n'a pas forcément la même sexualité. Il y a des sexualités. Et je pense que ça, on ne communique pas assez sur ce point-là. Et on est trop renfermé dans cette image de coït, pénétration. Et, les hommes sont persuadés qu'ils font des miracles avec leur pénis. Il ne faut pas exagérer, ça se saurait. Mais c'est trop axé sur ça. C'est dommage. Soraya, on peut donner des petites astuces ou pas avec Angélique? Oui, carrément, allez-y. Alors, il peut y avoir des huiles de massage, par exemple, des huiles de massage bio qui soient vraiment très sans allergènes, etc. Par exemple, de l'huile de coco qu'on puisse chauffer entre les mains et qui puisse à la fois servir de lubrifiant pour les muqueuses, mais à la fois pour un massage sur le corps. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire à son partenaire ou à sa partenaire et qu'on peut en même temps se faire faire. Voilà. Donc les huiles de massage, ça peut être un petit outil juste pour le massage ou pour aller plus loin qui peut aider. Moi, j'ai quelque chose qui m'a aidée, c'est l'ambiance de la chambre. C'est-à-dire que j'ai essayé de faire quelque chose de confortable, de cosy, avec des belles matières, une parure de lit un peu soyeuse, un taffetas soyeux, etc. Parce que quand on est dans quelque chose un peu de soie, qui est agréable, eh bien, ça détend. Les odeurs aussi peuvent aider, des huiles essentielles qu'on diffuse. Et puis, par exemple, moi, j'ai acheté un dilatateur vaginal. Un dilatateur vaginal. Je ne sais pas si tu connais, Angélique. Pas du tout. Tu m'apprends quelque chose. En fait, c'est ça serait un sexe masculin en plastique de plusieurs formes. C'est médical, mais on peut aussi en trouver dans les sex shops. Moi, c'est mon mari qui me l'a commandé sur Internet. Il y a un petit manche et il y a des embouts. Et on commence par le plus petit qu'on utilise avec un gel lubrifiant. Et puis, on met petit à petit des tailles plus importantes parce que le vagin, c'est un muscle. Et donc, comme je fais du sport, il faut aussi que j'entraîne mon vagin et que je lui permette de regagner en élasticité. Donc ça, c'est quelque chose que je fais. Je mets ma série Netflix. Mon mari est à côté. Et je me sers de mon dilatateur vaginal. Là, il faut que ça soit... C'est pas dans une optique forcément de plaisir, mais je suis à côté de mon mari. Je fais ma petite rééducation à côté de lui. Voilà. Et ça veut dire que c'est pas tabou. Parce que si j'ai un conseil à donner, c'est il faut pas que ça soit tabou. Il faut pas qu'il y ait d'injonction. Moi, je pense que la reprise d'une activité sexuelle nous appartient à nous. Et si on n'a pas envie de reprendre une vie sexuelle on ne reprend pas, c'est vraiment... Si on est malheureux, là, il y a un souci. Mais on peut très bien vivre sans reprendre de vie sexuelle. C'est un peu comme on en a envie.
Voilà, donc c'est à chacun son moment. Et moi, c'est un petit peu les choses que j'ai expérimentées. En tout cas, il ne faut pas culpabiliser, il ne faut pas de tabou. Et puis, il faut connaître aussi son anatomie sexuelle. Ça, c'est pas toujours évident quand on est une femme. Donc, peut-être apprendre à connaître aussi où se situe mon clitoris, où se situe l'entrée de mon vagin pour faire qu'on ait moins peur après avec son conjoint ou avec sa conjointe. Ça, c'est important aussi. Qu'est-ce que tu en penses, Angélique? Oui, bah déjà ce que tu as dit, effectivement, mettre des choses en place pour apporter, aider à titiller le désir, etc. Je suis d'accord avec toi, c'est-à-dire, oui, le côté cosy, l'ambiance, l'odeur, les couleurs. Je pense aussi aux sous-vêtements. C'est vrai que vu qu'on a un corps complètement, enfin, pour certaines meurtries, je parle pour moi aussi, puisque avec 3 laparotomies, une mastectomie bilatérale, la reprise du grand dorsal, etc. On a un corps un petit peu particulier, on va dire, on est sympathique. Donc du coup, je me suis un petit peu amusée aussi, enfin mon mari m'a offert des sous-vêtements magnifiques. Un sous-vêtement, ça veut dire qu'on voit le ventre alors qu'il a été ouvert, etc. Mais de se sortir dans de belles choses, c'est quand même hyper agréable aussi. Ça permet de se remettre un petit peu en confiance aussi, même si, comme Sébastien disait, sans même rentrer dans la sexualité, rien du tout, c'est de se regarder, se voir, bah, finalement, je suis pas si moche, même si j'ai une cicatrice, bah, pareil, c'est ma bataille, hein, c'est aussi... Donc voilà, il y a ça. Après, bah voilà, je suis un peu d'accord avec tout ça. Je ne connaissais pas le fameux dilatateur vaginal. Peut-être voir, voilà. Après, c'est pas, je me vois mal attirer là-dedans parce que, pour être sincère, tout ce qui était effectivement, tout ce qui est un peu gadget, c'est pas ce que j'aime vraiment. Donc là, ça me paraît comme être un gadget, mais ça peut aider plusieurs femmes, je dis pas le contraire. Je ne sais pas ce que Sébastien peut nous dire sur ça. Est-ce que ça fonctionne bien? Qu'est-ce que ça fait exactement, en fait, en gros? Ouais. En fait, le problème, c'est que quand le vagin manque d'imprégnation hormonale, quand les hormones sont supprimées, ou alors des traitements de radiothérapie, ou alors de curithérapie, le vagin va avoir tendance à perdre vraiment de sa souplesse, à se rétracter légèrement et à s'assécher. Donc, les huiles, c'est très bien. Les hydratants vaginaux, moi, je pense qu'au quotidien, un hydratant vaginal, c'est très bien. C'est comme une crème de jour pour le C'est ça. visage, mais c'est vraiment pour le vagin, pour essayer de pallier à cette sécheresse qui n'est pas bonne, hein. Quand on a la bouche sèche et les lèvres sèches, je veux dire, on ne supporte pas, ça peut saigner et tout, mais bon, le visage est à l'air libre, donc on intervient très rapidement. Le vagin, ok, il n'est pas beaucoup à l'air libre, mais quand même, ça, on ne laisse pas des sécheresses. La vulve, après, peut être très douloureuse. Ça peut, rien qu'à passer la main ou d'avoir des sous-vêtements, ça peut brûler parce que c'est plus hydraté. Donc les huiles, alors oui, coco, c'est bien, c'est tout ce qui est bio, ça, c'est serait bien, hein, l'huile de coco, l'huile d'amande douce. Ça sent, faut aimer, mais ça sent. Sinon, on a les huiles aussi Velleda qui sont très utilisées pour le périnée. Les sages-femmes s'en servent beaucoup dans la rééducation. C'est très bien pour les rapports sexuels également. Et c'est une huile qui hydrate énormément. On peut en mettre sur tout le corps, on peut en mettre beaucoup sur la vulve et à l'intérieur du vagin. Et moi, pendant les rapports sexuels, je le recommande pour lutter contre les sécheresses. Par contre, ça empêchera pas, ça va pas redonner une souplesse au vagin. Et le dilatateur a ce principe-là, c'est que en allant doucement, il faut vraiment y aller au début tranquillement. Hein, c'est l'objectif, c'est pas de t'y pousser un grand coup, de tirer dessus, mais c'est de tranquillement, en faisant des intromissions, venir assouplir. Ça, plus les huiles, plus les hydratants, etc., ça va redonner une souplesse au vagin. Et c'est vrai que c'est bien fait. Il y a différentes tailles, comme ça on y va progressivement. Comme c'est vous-même qui le faites, et ben vous contrôlez. C'est pas comme dans un rapport sexuel, parce que j'ai envie de dire, l'homme fait très bon dilatateur vaginal, hein, c'est pareil. Mais on le commande un peu moins, on le dirige un peu moins bien que si on a le dilatateur. Et du coup, le dilatateur va permettre de redonner confiance aussi, de se relâcher, parce qu'il y a cette idée de la pénétration fait peur. Si je suis tendu, eh ben, je contracte ma musculature, le vagin il se referme, hein. Il faut que je sois relâché pour qu'il puisse s'ouvrir. Donc, ça permet d'avoir une approche
de pénétration déjà, où on va pouvoir se détendre, voir si ça fait mal. Si les huiles qu'on utilise, ça permet de lutter contre la sécheresse et ça ne brûle pas sur les va-et-vient, etc. C'est un outil que je recommande vraiment fortement, qui, je sais, par chez nous, par exemple, il est donné dans le centre de curithérapie. Il est même plus, parce que c'est sur prescription médicale, on l'a, on va en pharmacie, mais nous, il est directement donné à la patiente quand elle vient faire sa curithérapie. Comme ça, elle repart avec, il y a une démonstration, on explique, etc. C'est vraiment très intéressant pour redonner une certaine souplesse et une certaine longueur. Parce qu'un vagin, il faut savoir qu'au repos, c'est pas très grand et c'est comme le pénis d'un homme, ça s'allonge, ça suit un mouvement. Mais s'il est rétracté, très sec et qu'il perd de sa souplesse, il aura du mal. Et le fait qu'il perde son élasticité, la pénétration peut être douloureuse. Je vais rebondir sur ce que tu dis, Sébastien, en parlant du périnée. Il ne faut pas oublier qu'on a aussi des kinés qui sont formés à la périnéale, qui peuvent être aussi d'une grande aide pour toute cette partie du corps qui est souvent très contractée. Donc ça, c'est bien parce qu'elles peuvent détendre le périnée, elles peuvent travailler sur cette zone-là. On peut aller voir des kinés qui sont spécialisés après accouchement. Et puis, donc rééducation périnéale, ça c'est important. Et puis les kinés aussi, en général, qui travaillent sur d'autres actes. On pourrait aussi, ça c'est une petite astuce, prendre un ballon de pilates, un Swiss ball. Moi qui suis très contractée à ce niveau-là, je mets une petite mousse à l'intérieur d'un shorty, une petite mousse alvéolaire. Et je fais du ballon pilate. Là, je suis sur mon ballon de pilate. Et ça permet de détendre toute la zone du périnée aussi. Merci beaucoup pour tous ces partages. Et je vois aussi que dans le chat, il y a beaucoup de partages. Donc, merci. Je pense que c'est hyper précieux. Moi, j'aimerais revenir sur un sujet qui aussi est sorti pas mal de fois dans le chat et qui est quand même assez important si on parle de sexualité. C'est en fait la perte du désir. Alors, Angélique, tu nous as partagé donc dans Vie que plusieurs fois que justement le plus dur pour toi, c'était justement le fait que tu n'avais plus de libido en fait. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? Parce que oui, est-ce qu'on se force? Oui, non. Comment on garde une intimité? Alors, je sais qu'on en a déjà beaucoup parlé avec toutes les astuces, mais en tout cas, toi, d'un point de vue personnel, Angélique, comment tu gères ça? Comment tu as réinventé ton couple avec ton conjoint? Parce que c'est Sébastien qui en parlait. Est-ce qu'il y a des choses qui ont marché? Encore une fois, c'est un peu les mêmes sujets, mais là, vraiment, sur la question de la perte de désir, quoi. Alors, c'est toujours en cours. Je ne dis pas que c'est soigné, c'est guéri, pas du tout. C'est toujours en cours. Et puis, en écoutant tout à l'heure Sébastien, effectivement, on s'aperçoit qu'il y a bien une différence entre la libido et le désir, qui est quand même effectivement différent. Jusqu'à maintenant, je n'avais pas trop fait la distinction. Et donc, merci, c'est sympa, Sébastien. Et donc, du coup, effectivement, la libido, elle est suite à la perte de libido, suite à tout ce qu'on vit, et le manque de désir. Mais je pense que c'est forcément un peu lié, puisque on a moins de libido, donc on a moins envie, donc on a moins de désir, etc. Donc, c'est ce désir qu'il faut essayer de faire évoluer, de trouver des solutions pour pouvoir réussir à reprendre goût à ça. Je dis pas que c'est facile, c'est compliqué. C'est que des fois, au départ avec mon mari, donc je m'étais dit, allez, c'est comme un exercice, comme sa séance de sport. Je vais m'atteler. Au départ, c'était comme ça. C'est tant pis, on en a parlé comme ça. Je vais me dire une fois par semaine, je vais refaire l'amour. Et alors au départ, on se dit, pour moi, c'était presque une corvée. Parce que se dire, quand on n'a vraiment pas envie, mais de se dire que voilà, ce jour-là, je vais faire l'amour, donc il va falloir que je sois opérationnelle. Enfin, l'amour ou des caresses, etc. Mais il va falloir que j'ai cette envie de plaire, de me rapprocher de mon mari, de le caresser, parce que le caresser, ça veut dire qu'il va aussi me caresser. Est-ce que j'en ai envie? Donc, il y a tout ça qui joue. Mais du coup, ça permet de trouver des solutions. C'est pas simple, parce qu'encore une fois, c'est quand on n'a vraiment plus du tout envie, quand on a passé quasiment 2 ans dans les hôpitaux,
il faut remonter, hein, c'est comme le sport, une fois que vous avez arrêté, vous reperdez du muscle, c'est pareil, il faut réinventer. Donc, c'est comme ce que je disais tout à l'heure, ça passe par d'abord le mental, c'est essayer d'imaginer ce qui pourrait me faire plaisir, peut-être effectivement, alors j'en parle en me touchant, mais je ne me touche pas devant vous, hein, je vous promets, c'est de se faire, d'essayer avec ça, déjà ne serait-ce que de revenir sur le toucher, se revoir, se toucher, quand je dis se toucher, oui, pourquoi pas se caresser. Et ça va commencer, donc ça commence par ça. Donc ça va être des caresses, ça va être des massages, et puis après, essayer d'évoluer vers autre chose. Donc, comme je disais, effectivement, le porno, j'ai entendu pour tout à l'heure les livres érotiques, j'ai bien noté et je verrai ce que je trouve là-dessus. Peut-être que ce serait intéressant de mettre quelques titres ou quelques noms, voilà, parce que, alors, le livre, pourquoi pas, je pense que ça va plus exciter, peut-être le côté féminin, moins l'homme, parce que j'imagine qu'on ne va pas le lire devant le mari, voilà. Mais peut-être le lire avant de la séance dite sexuelle, ça pourrait être intéressant. Effectivement, c'est quelque chose que je prends en tout cas en note pour la prochaine séance. Voilà, mais je ne sais pas si j'ai répondu à ça, à part les petites choses. Des vêtements qui vous plaisent, des odeurs. Pourquoi pas préparer. Moi, à l'époque, j'aimais bien préparer un petit repas un peu sympa, avec une petite coupe de champagne, pourquoi pas, ou une bière pour ceux qui préfèrent. Voilà. Essayer de retrouver un petit peu de fun, s'habiller talons hauts, voilà. Essayer de retrouver ça. Je ne dis pas que c'est facile, parce qu'on a une vision au corps qui est particulière, et comme disait aussi Sébastien, c'est qu'on a tendance à voir le final, entre guillemets, qui est la pénétration. Et bien souvent, dans ce cas-là, on n'en a pas forcément envie. Et on se met finalement une porte, donc on se freine déjà, voilà. Donc déjà, respirer, se dire que ça va partir sur des caresses, bien en parler bien sûr avec son mari, que c'est pas sûr qu'on aille jusqu'au bout. Et s'il est compréhensible, il n'y aura aucun problème, quoi. Voilà. Oui, c'est assez intéressant parce que ça pose, même au-delà de la sexualité, ça pose la question du couple et comment on reste un couple après une telle épreuve. Est-ce que la sexualité, c'est obligé, en fait, si c'est d'un côté ou de l'autre? Voilà, comment... Parce que tu l'as dit, toi, Angélique, tu l'as dit que parfois c'était presque une corvée et que il fallait se mettre dans... Donc voilà, donc c'est vraiment, entre guillemets, un effort pour l'autre. Mais aussi parce que tu as envie d'être dans ce couple, tu as envie de cette intimité, etc. Donc j'ai 41 ans, on a quand même envie de continuer à avoir une vie de couple. Après, il y a aussi l'homme qui a des besoins, hein. C'est quand même, il faut y penser aussi. J'ai un homme aussi, comme je disais, qui a été très patient et qui l'est toujours. Le problème, c'est qu'à un moment, on devient presque un peu égoïste, parce que quand on n'en a pas envie, on n'a pas envie. Du coup, on n'a pas, c'est pas qu'on n'a pas envie de donner du plaisir à l'autre, c'est que, mais on se met, comment dire, une sorte de contrainte en disant, mais tu te rends compte, tu fais pas plaisir à ton homme, donc du coup, c'est encore une contrainte supplémentaire, et comment je peux faire? Voilà, donc en fait, moi, je pense, encore une fois, il faut commencer comme ça, c'est-à-dire se dire, allez, une fois semaine, je vais faire l'amour. Je ne sais pas si c'est la bonne solution. Sébastien peut-être nous en parlera davantage, mais une fois semaine, je vais le faire. Au départ, ça sera peut-être une contrainte, et puis au fur et à mesure, il y a des choses nouvelles qui se passent. Et puis, on évolue comme ça. Mais je ne dis pas que je le fais toutes les semaines non plus. Attention, c'est pas encore ça, quoi. Hein. Comme je le dis, il y a encore du travail encore. Moi, je partage pas ton avis, Angélique. Pas d'injonction, pas d'obligation. Voilà, ce qui est important, c'est de retrouver, avant la sexualité, c'est de retrouver de l'intimité avec la personne avec qui on partage sa vie. Donc l'intimité, c'est déjà se toucher dans la vie quotidienne. Ça peut être danser, juste une musique, danser, être sur un canapé ensemble. Bien sûr. Et puis après, on n'est pas toutes pareilles par rapport à ça. Et on a aussi beaucoup de patientes, ça c'est important de le dire, qui traversent la maladie seules, parce que leur conjoint les a quittées. Et
voilà, et c'est pas forcément évident pour elles de reprendre une sexualité avec l'impact du cancer, l'impact des traitements, ou alors de vivre leur sexualité seule parce qu'elles l'avaient pas forcément explorée avant. Donc moi, je suis un peu contre les injonctions. Voilà, chacun est différent. Il faut du temps en fait. C'est ça. Il faut du temps. Et je voulais, il nous parlait tout à l'heure, Sébastien, des petites pipettes d'acide hyaluronique. C'était toi, Angélique. Ouais. Et ben, ouais, ça c'est une bonne solution aussi pour réhydrater les tissus. Moi, j'ai une petite pipette dans ma table de nuit. Alors, c'est des choses qui sont pas remboursées. Ouais. C'est assez cher. Donc, on peut pas utiliser 30 jours sur 30. Mais on peut avoir une petite pipette qu'on utilise pendant 3 jours, qui va faire effet pendant 3 jours, et après on n'en met pas pendant le reste de la semaine. Et moi je l'ai dans ma table de nuit et j'injecte la petite pipette, la moitié de la petite pipette parce que je fais économe. Ça, c'est des petits outils qui sont pas mal du tout. Et Éléonore, pardon, pour rebondir là-dessus, pour celles qui n'aiment pas les gadgets, encore une fois, parce que c'est vrai que c'est une pipette avec un embout assez long pour aller au fond du vagin. Moi, j'avais une crainte avec ça parce que et justement, j'en parlais avec une jeune femme qui a cette crainte-là de l'objet depuis qu'elle a eu son opération. Et je lui ai conseillé, et sincèrement, c'est vraiment, on ne sent rien. Donc ça, je veux vraiment dire à ces femmes-là qu'on ne sent rien. L'hydratation après est très agréable, vraiment. On ressent vraiment un côté hydraté, mais ça fait un peu même bizarre parce que quand on est ménopausé, on n'a plus de petites pertes, on n'a plus ça. Et là, parce que ça recoule un tout petit peu derrière, donc on a vraiment cette hydratation qui est vraiment très agréable. Avec ou sans rapport, hein, je précise, c'est même agréable pour soi. Donc, moi, je l'ai utilisé à la base d'abord pour moi, même si je n'avais pas de rapport avec. Voilà, on l'a essayé plus tard avec. Mais c'est, voilà, donc n'ayez pas peur et testez-le. Ça coûte cher, c'est pas remboursé. C'est bien dommage d'ailleurs pour les personnes qui ont ce genre de problème. Mais en tout cas, ça peut être sympa. Merci beaucoup. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit parce qu'on a plus beaucoup de temps. Il y a quand même des sujets que je voulais couvrir. Il y a 2 sujets. Il y a Sébastien, il y a le sujet je sens, en tout cas peut-être que je me trompe, un peu de la culpabilité en fait. J'aimerais bien qu'on parle de ça pour les personnes qui sont en couple. Et ensuite, un autre sujet pour justement les personnes qui sont célibataires, comme tu disais, Éléonore, et qui essayent de, entre guillemets, retrouver une vie amoureuse et sexuelle. Donc voilà, il y a ces 2 sujets-là que je voulais dissocier et voir avec Sébastien. Du coup, je vais rebondir un tout petit peu sur ce que vous avez dit toutes les deux parce que je trouve ça intéressant, le côté de se réserver du temps en couple, mais en disant on va passer du temps, et je rejoins un peu Éléonore sur le fait de on se force pas à faire l'amour forcément, d'avoir un rapport sexuel, mais je pense que dans les couples et même en dehors de la maladie, beaucoup de couples s'oublient. On vit ensemble, on est colocataires, s'il y a des enfants, on s'occupe des enfants. Et en fait, on a les téléphones, on a les ordinateurs, on a la télé. Et on se rend compte qu'on se réserve plus de temps. Et je trouve que ça peut être pas mal pour tous les couples de se dire peut-être qu'une fois par semaine, on se donne un temps, mais on fait ce qu'on veut dans ce temps-là, mais un temps de couple. On regarde la télé ensemble si on veut, on mange ensemble sans télé ou on partage, on se fait des massages, des caresses. Si ça va plus loin, et ben on a un rapport sexuel, ok, mais un temps où on peut être ensemble. Et déjà ça permet de déculpabiliser parce que d'avoir peur d'avoir des rapports sexuels et de dire mais mon mari, mon partenaire en a besoin, faut que j'y aille. Du coup, ça peut être compliqué parce qu'on se met un stress, on se force, on culpabilise si on ne le fait pas pour l'autre. Donc, c'est compliqué. Par contre, de se dire, on se donne un temps, une fois par semaine ou 2, que pour nous deux. Si les enfants sont là, faut les coucher, ou alors si on peut, on les fait garder. On a une soirée pour nous, on passe du temps ensemble, on échange, on communique, on voit ce que ça donne, hein. Ça peut aller sur des massages, ça peut être sur de la caresse, de la tendresse, plus, et de la sexualité. Ça, c'est intéressant pour les couples. On passe un bon moment à 2. Ça, c'est du sexe. D'accord ? Si on a cette idée-là, et ça permet de déculpabiliser, de se dire, je suis pas là, oui, mais je lui donne pas, il a besoin de, Non.
La sexualité, c'est pas un besoin déjà, il faut être honnête, hein, on peut s'en passer. Je suis d'accord que pour certaines personnes, c'est important, mais on peut vivre sans. Mais par contre, dans un couple, c'est bien qu'il y ait une vie de couple, une intimité, une tendresse, des affects, donc du partage. Donc ça peut être vraiment intéressant, cette idée de se donner du temps ensemble. Hein, et ça permet de déculpabiliser. Et dans ce temps-là, se passe ce qui se passe, quoi. Voilà, on prend du temps ensemble, voilà, on fait un moment agréable à deux. Ça peut même être en extérieur, j'en sais rien, mais faites quelque chose en couple, ça c'est important, et pour votre couple. Et après, pour les gens qui sont célibataires, c'est très compliqué, je le sais, parce que beaucoup de patientes viennent me voir et de patients viennent me voir pour cette thématique-là. Déjà, dans l'idée de quand est-ce que je dis que j'ai un cancer, déjà, ça ne vous définit pas. Moi, je pense que quand on fait une rencontre, on n'est pas obligé de dire j'ai eu telle opération, j'ai eu telle maladie. Enfin, on ne déballe pas comme ça son dossier médical. Je pense d'abord échanger, créer une relation avec quelqu'un avant de penser à la sexualité. Certes, il faudra l'aborder parce que de toute façon, s'il y a des difficultés par rapport à votre corps, par rapport au rapport sexuel dit traditionnel, avec pénétration, oui, il va falloir l'aborder. C'est pas au dernier moment qu'il faudra faire toc, 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 on peut pas. Mais il faut d'abord créer une échange, une relation. Ne pas s'étiqueter malade ou ancien malade à chaque fois, ça ne vous définit pas. Et ça, je pense que c'est extrêmement important. Moi, j'ai beaucoup de patients qui ont cette idée de dire, mais ce qui les travaille le plus, c'est quand est-ce que je dois dire que j'ai eu ou que j'ai un cancer. Et moi, je pense que non, c'est pas, ça vous définit pas. Donc, on se présente, on crée quelque chose. Et après, quand vous vous sentez en confiance et que vous sentez que ça peut aller plus loin, là, parlez de vos problèmes de santé, je suis d'accord, mais pas tout de suite. On ne s'est pas écrit sur le front, on n'a pas une carte, non. Enfin, je pense vraiment que c'est important de ne pas s'oublier de qui vous êtes. Vous n'êtes pas des malades ou des anciens malades. Non, c'est pas une étiquette, ça. Vous êtes des personnes qui avaient eu une maladie. Et voilà, comme d'autres personnes peuvent avoir une maladie qui n'est pas facile, certes, mais c'est pas vous. On t'entend plus. On t'entend pas, Soraya. Soraya, on t'entend pas. Pardon, j'étais en mute. Merci beaucoup Sébastien, je pense que ça a fait du bien à tout le monde d'entendre ça. Et je ne sais pas si Éléonore et Angélique, vous voulez réagir ou vous avez quelque chose à ajouter. Juste pour revenir sur ce que, excuse-moi, Éléonore, du coup, sur ce que Sébastien disait, avec mon mari, c'est ce qu'on fait déjà, c'est-à-dire on échange énormément, on prend du temps pour nous, on n'a pas d'enfants, donc on a forcément sans doute un peu plus de temps que d'autres personnes, donc voilà, on se balade beaucoup, on essaye vraiment d'échanger. Alors du coup, c'est bien, je vais lui dire que ça fait partie du sexe, il va être content. Mais non, blague mise à part, encore une fois, non, si c'était quelqu'un qui était absolument concentré que là-dessus, c'est pas du tout le cas. Après, oui, pas se mettre de pression, ça, je retiens bien. En tout cas, merci. Faut pas que le stress. La sexualité, c'est quand même quelque chose de positif. Enfin, normalement, ça devrait être que du positif. C'est dommage de se mettre la pression sur un plaisir, de se mettre un objectif, alors qu'en fait, la seule chose, c'est de passer un bon moment et de le partager avec quelqu'un. Et c'est vraiment l'objectif de la sexualité. C'est le partage et le plaisir sexuel. Mais le plaisir sexuel, vraiment, on peut l'avoir. Je veux dire, s'il n'y aurait pas autant d'adeptes de la masturbation s'il n'y avait que la pénétration qui comptait. Donc, la sexualité, c'est autre chose que la pénétration. Et vous ne mettez pas la pression sur ça. Mais par contre, échangez avec votre partenaire. Et il y a d'autres choses. Et pareil, les hommes, souvent, hein, ils ont des gros problèmes avec ça. Ils sont très centrés sur le pénis parce qu'ils se caressent beaucoup moins que les femmes, en règle générale. Hein. Attention, il y a des femmes qui se caressent pas et il y a des hommes qui se caressent beaucoup. Mais trop centré sur le pénis. Donc pour eux, c'est ça, la sexualité. Mais en fait, dès qu'on leur ouvre d'autres choses, le toucher, le massage, et quand ils arrivent à comprendre qu'ils prennent du plaisir aussi sexuel, mais différemment, c'est comme les hommes, il ne faut pas croire que les hommes ont des orgasmes. Hein. Les hommes moi, beaucoup d'hommes n'ont jamais eu d'orgasme. L'éjaculation n'est pas un orgasme, c'est un orgasme, c'est un plaisir génital. Les hommes sont persuadés, ou tout le monde est persuadé qu'un homme jouit, qu'un homme a des orgasmes à chaque fois. C'est complètement faux. Il y a même des hommes qui n'ont jamais connu l'orgasme de leur vie. L'orgasme, il est cérébral, il est véhiculé par le cerveau dans tout le corps. Donc, on est toujours à la recherche de ça chez la femme en disant faut se mettre la pression, faut que j'arrive à donner un orgasme. Et les femmes n'ont pas d'orgasme à chaque rapport. Mais j'ai envie de dire, les hommes non plus. Et c'est pas pour ça qu'on n'a pas passé un bon moment.
Je vais rebondir sur ce que tu dis, Sébastien. Pour que les choses soient en vérité, nous, chez Imagine, on a fait un petit guide que vous pourrez très prochainement voir sur notre site internet, qui sera téléchargé, qui s'appelle « Vivre sa sexualité après un cancer des ovaires ». Mais il est tout à fait, même que vous ayez eu un autre cancer gynécologique ou un cancer du sein, il y a beaucoup de choses que vous retrouverez. Et ce petit guide qui est conçu par des patientes pour des patientes, il est plein de vérités. Et moi, ce petit guide, vous voyez, j'ai 20 ans de mariage, et ben ce soir, je vais le donner à mon mari pour qu'il comprenne un petit peu mieux ce qui m'est arrivé au niveau des traitements, les effets secondaires, comment fonctionne l'anatomie féminine, etc. C'est important d'expliquer vraiment les choses, de pouvoir exprimer, en lui faisant lire ce petit guide, ben, je me dis, il va comprendre un peu mes ressentis, comprendre peut-être un peu mieux ce dont j'ai envie, et puis ça va amorcer la conversation. Donc ça, c'est un bon outil. Bah, parfait, les carnets de la sexualité, Léonore, c'est justement ce dont je voulais parler. Donc à retrouver sur le site d'Imagine très prochainement. Ne vous en faites pas parce qu'avec Vic Auvert, on vous partagera le lien dès qu'il est prêt, dès qu'il est sorti. On approche là bientôt de la fin du webinaire. Juste en une phrase, si vous aviez chacun d'entre vous un message à faire passer aujourd'hui aux personnes qui nous regardent. Alors moi, j'ai bien compris, il y a des choses très intéressantes qui se sont dites. Hein. La sexualité, ce n'est pas que la pénétration. Il y a aussi peut-être un petit travail de faire comprendre, de partager, d'éduquer aussi la personne avec laquelle on est quand on a un cancer ou peut-être une autre maladie. Ça, c'est aussi intéressant. Mais voilà, en gros, moi, ce que je demande, c'est le petit mot de la fin, en commençant par Angélique. Ça y est, merde. Non, je plaisante. Le petit mot de la fin, une phrase. Ben voilà, je l'ai dit. Non, donc, qu'il y a des solutions, qu'il faut toujours aller vers les gens qui ont, en tout cas, des choses à dire sur ce sujet, qui sont passés par là, parce que, encore une fois, les médecins n'ont pas toutes les réponses et souvent, on peut dire, ils s'en foutent. Donc, il y a des gens, je pense que Vic Auvert est d'utilité. Alors, c'est un peu plus qu'une phrase, hein, je suis désolée. Mais voilà, se renseigner, on peut vraiment y arriver et vraiment dépasser ça. C'est de l'exercice, mais ça vaut le coup. Voilà. Merci beaucoup. Bon courage à tous. Honneur aux femmes, hein, Éléonore. Alors, je prends la suite. Juste dire que maintenant, de nombreux centres d'oncologie ont des services de soins de support. Il commence à y avoir des consultations qui sont faites par des infirmières sur la psychosexualité, comme ce que fait Sébastien à son cabinet, et qu'il y a des programmes d'éducation thérapeutique des patients. J'en anime un dans un institut, des ateliers autour de la sexualité du cancer, où on met des choses en place pour des femmes qui ont été touchées par le cancer. Donc, les choses commencent à aller dans la bonne direction. Voilà, donc c'est plein d'espoir. C'est un message d'espoir. Merci beaucoup. Eh bien, et pour finir, je dirais juste que il n'y a pas une sexualité, mais des sexualités, et que je pense que dans la vie, ça bouge toujours, la sexualité. Il faut juste bien communiquer avec sa partenaire pour s'adapter aux événements de la vie et puis pour retrouver ensemble une sexualité épanouissante. Oui, ça fait appel à la créativité finalement, tout ça. Hein. Très créatif en période un petit peu difficile. Merci beaucoup, beaucoup à vous quatre et merci à tous de vous être connectés ce soir. C'était hyper intéressant, c'était très riche. Alors, n'hésitez pas, je sais qu'on arrive à la fin du webinaire, mais s'il y a encore des questions, on a répondu au fur et à mesure finalement, il y a eu pas mal de questions, mais si vous avez encore des questions, n'hésitez pas, mettez-les dans le chat, parce que même si on n'aura pas le temps, comme je disais tout à l'heure, d'y répondre, nous, on les garde de côté et on ajoute du contenu dans l'application. Et si vous avez aimé, si vous avez trouvé que ce webinaire a été utile et que vous voulez en voir d'autres, s'il vous plaît, n'hésitez pas à répondre au petit sondage, c'est très rapide, qui est ici, juste à côté du chat. Ça pourra nous aider en fait peut-être à mettre en place d'autres webinaires, d'autres sujets, d'autres thèmes et à faire ça encore plus souvent. Et je voulais aussi juste vous dire que n'hésitez pas à suivre Sébastien, Angélique et Éléonore. En fait, vous trois, vous intervenez
de façon assez régulière sur l'application Vicover. Sébastien, tous les mois, il écrit un article pour aider les personnes qui vivent en général. Ce n'est pas juste sur le cancer gynécologique, mais en fait, quand on lit ces rubriques, on se rend compte que finalement, c'est utile pour tout le monde. Donc, des rubriques sur la sexualité et la maladie en général. Éléonore, c'est vrai qu'on a beaucoup parlé d'Imagine, mais aussi dire que tu es aussi la présidente de ton association Lymphosport. Et donc, tous les mois, tu donnes des conseils dans Vicover notamment, mais aussi dans d'autres VIC, sur en fait comment vivre la maladie grâce un peu mieux grâce à l'activité physique. Tu as donné quelques petites choses ici et là, mais en fait, tu donnes beaucoup plus d'astuces sur l'application. Et Angélique, pareil, n'hésitez pas à aller voir son histoire il y a 1 an sur Vic et aussi juste maintenant le témoignage 1 an après sur notre application. Voilà, je voulais juste vous remercier encore une fois. Je sens que j'ai beaucoup parlé. Voilà, mais un grand merci à tous pour vous être connectés. Un grand merci à vous 3 pour être là. Et voilà, très bonne soirée à tous. Le replay sera disponible, au fait. Je n'ai pas fini. Le replay sera disponible demain. Donc, pour tous ceux que ça pourrait aider et qui n'ont pas pu se connecter ce soir, n'hésitez pas à le partager. Voilà, bonne soirée. Bonne soirée. Merci, au revoir. Au revoir.